Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce jeudi 4 juillet. Donald Tusk vient défendre Ursula von der Leyen. Le président du Conseil s'est exprimé devant le Parlement européen pour soutenir la candidate des États membres à la présidence de la Commission et convaincre les députés. Une éruption spectaculaire, celle du Stromboli au nord de la Sicile, qui a surpris habitants et touristes. Un randonneur a été tué. Les députés français examinent en ce moment la proposition de loi qui vise à lutter contre les propos haineux sur Internet. Un texte qui a pour objectif de responsabiliser les plateformes. L'inquiétude pour le poumon de la planète, la forêt a encore perdu du terrain en Amazonie ces derniers mois en raison de la sécheresse et de la spéculation sur les terres. Les États membres l'ont choisi, mais Ursula von der Leyen dispose de moins de 2 semaines pour convaincre les eurodéputés. Ils devront donner leur feu vert pour que la ministre allemande de la Défense prenne la tête de la Commission. Et Donald Tusk est venu aussi appuyer sa candidature. Olivier Peggy. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, était ce jeudi matin à Strasbourg. Objectif, tenter de faire accepter le nom d'Ursula von der Leyen comme future présidente de la Commission européenne. Problème, ce choix est celui des dirigeants européens et non celui des eurodéputés, d'où le mécontentement perceptible dans les travées du Parlement. Donald Tusk s'est employé à positiver. Pour la première fois dans l'histoire européenne, le Conseil a proposé 2 hommes et 2 femmes aux 4 postes clés de l'Union. Je suis très heureux et très fier d'être parvenu à un tel équilibre homme-femme pour les plus hautes fonctions. C'est une nouveauté très positive. L'Europe ne fait pas que parler des femmes, elle choisit des femmes. Et j'espère qu'au Parlement européen aussi, ce sera source d'inspiration. Et pendant que Donald Tusk vantait le choix d'Ursula von der Leyen, cette dernière était à Bruxelles. Une rencontre avec Jean-Claude Juncker, à qui elle pourrait donc succéder. Grand sourire devant les photographes et franche accolade, comme un avant-goût de passage de relais. Pas sûr que tous les eurodéputés lui réservent un accueil aussi chaleureux. L'Allemande a 15 jours pour les convaincre. Le vote de confiance au Parlement de Strasbourg est prévu à la mi-juillet. C'est un confetti en Méditerranée qui abrite l'un des volcans les plus actifs d'Europe. L'île de Stromboli a été marquée par une éruption spectaculaire hier qui a fait 1 mort. Et les vacanciers qui se trouvaient sur place ont dû être évacués. Sandrine Delorme. C'est depuis la mer que les touristes surpris par l'éruption du Stromboli ont continué à observer ce phénomène spectaculaire. 70 vacanciers et habitants ont été évacués d'urgence de cette petite île au nord de la Sicile pour échapper au magma. Les 2 explosions puissantes ont causé la mort d'un randonneur qui a été frappé par un rocher, un Sicilien de 35 ans. Il y a aussi des blessés légers. Des incendies ont éclaté autour du village de Ginostra. Des Canadaires sont entrés en action, la fumée compliquant leur tâche. Ce volcan est en éruption depuis très longtemps. On l'a surnommé le phare de la Méditerranée parce qu'il est en éruption depuis des milliers d'années. C'est donc un volcan qui produit des éruptions constantes que beaucoup de visiteurs et de touristes viennent voir de plus près. Les éruptions se produisent sans prévenir parce que c'est un système ouvert. Il n'y a pas de blocage vers la surface. Alors les gens peuvent être sur le chemin. Le Stromboli est donc l'un des volcans européens les plus actifs. En décembre 2002, après une éruption massive, 2 millions de mètres cubes de roches s'étaient écroulés dans la mer, soulevant une grosse vague autour de l'île et provoquant d'importants dégâts matériels. 6 personnes avaient été blessées. En avril 2003, une explosion parosismique projeta des blocs vers le nord-est et vers le sud, jusque sur les maisons de Ginostra. Puis le volcan reprit son rythme habituel. 500 personnes habitent sur l'île à l'année, mais l'été, jusqu'à 10 000 touristes peuvent séjourner sur ces 12,6 km². Vladimir Poutine était en visite au Vatican. Le président russe a été reçu par le pape François pour évoquer la situation en Ukraine ou encore le conflit syrien, mais aussi la crise politique au Venezuela.
La rencontre entre le président russe et le pape François a commencé avec du retard et elle a duré près d'1 heure. C'était la 3e fois que les deux hommes se rencontraient. D'un côté, il y avait la volonté de pacification du pape et de l'autre, l'évocation par le président russe des sujets sensibles tels que la Libye, la Syrie, le Venezuela ou encore l'Ukraine. L'Ukraine, où l'Église orthodoxe s'est récemment émancipée de la tutelle russe, avec en toile de fond le conflit dans l'est du pays qui a fait plus de 10 000 morts. Après cette visite au Vatican, plusieurs rencontres institutionnelles étaient prévues pour le président russe, rencontre avec le président italien Sergio Mattarella, puis avec le Premier ministre. Ensuite, un dîner avec les 2 vice-premiers ministres, Salvini et Di Maio. Et avant de partir, Vladimir Poutine devait rencontrer son vieil ami, Silvio Berlusconi. Giorgio Orlandi, Euronews, Roma. En France, le prêtre Bernard Prénat a été destitué par l'Église catholique. L'abbé, accusé d'avoir commis des agressions sexuelles sur de jeunes scouts, a été réduit à l'état laïque. Les précisions d'Olivier Péguy. C'est lui qui est au cœur du plus grand scandale de pédophilie dans l'Église en France, le père Prénat. Accusé d'abus sexuels sur de jeunes scouts dans les années 70 et 80, Bernard Prénat a été défroqué, autrement dit déchu de son statut clérical et rendu à l'état laïque. La décision a été prise ce jeudi par le tribunal ecclésiastique en charge du dossier. Dans un communiqué, ce tribunal indique qu'il a décidé d'appliquer la peine maximale prévue par le droit de l'Église dans un tel cas. C'est en 2015 que plusieurs anciens scouts ont déposé plainte contre Bernard Prénat pour agression sexuelle, une démarche visant à briser l'omerta. Et cette affaire a ensuite pris une autre dimension puisqu'elle a touché l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, accusé pour son silence, jugé complice. Le père Prénat a été maintenu dans le diocèse de Lyon jusqu'en 2015. En mars dernier, Philippe Barbarin a été reconnu coupable de non-dénonciation d'abus sexuels et condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il a alors remis sa démission au pape qu'il a refusée en attendant son procès en appel, prévu cet automne. Les députés français examinent en ce moment la proposition de loi qui vise à lutter contre les propos haineux sur Internet. Ce texte entend responsabiliser les plateformes pour qu'elles retirent les contenus en question, sous peine de se voir infliger une lourde amende. Cécile Sauzet. Facebook, Google ou Twitter seront-ils un jour lavés des contenus haineux qui y circulent tous les jours? C'est en tout cas l'objectif de la loi contre la haine sur Internet. Examinée depuis mercredi à l'Assemblée, elle porte le nom de Laetitia Avia, qui en a fait un combat personnel. Cette proposition de loi porte en elle mon histoire, celle d'une femme qui n'accepte plus d'être insultée de négresse sur les réseaux sociaux. Et à vous, mes chers trolls, haters, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans, vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Si le texte est voté, les plateformes et les moteurs de recherche seront forcés de retirer sous 24 heures les contenus haineux qui leur sont signalés et qui ciblent l'appartenance ethnique, la religion, les provocations au terrorisme ou encore la pédopornographie. En cas de manquement, ces sites devront s'acquitter d'une amende de plus d'1 million d'euros. Et s'ils refusent d'allouer les moyens suffisants pour traquer les cyberharceleurs, Google et consorts verseront 4% de leur chiffre d'affaires mondial à l'État. 2 problèmes à ce stade soulevés par l'opposition mercredi. D'abord, les géants du net seront contrôlés non pas par un juge, mais par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Par conséquent, une autorité administrative va statuer sur des questions de liberté d'expression. Et par ailleurs, les plateformes ne risquent-elles pas de faire de l'excès de censure et donc de supprimer des contenus licites pour s'éviter des amendes? Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter. Une censure privée surtout, et pire, une censure technologique. Enfin, les réseaux sociaux auront l'obligation de coopérer avec la justice et de fournir les adresses IP des haters sous pseudo. Jusqu'ici, ils l'ont fait dans des cas rarissimes. Par exemple, pour cet adolescent qui avait menacé de mort sur Twitter une ex-journaliste de Charlie Hebdo. Dans la soirée, les députés ont voté l'obligation de retrait des contenus haineux en ligne. Son chant à l'aube a insupporté des vacanciers venus se reposer au grand air. Le coq Maurice et ses vocalises matinales étaient au cœur des débats lors du procès qui s'est ouvert ce matin. Mais le gallinacé s'est trouvé des soutiens inattendus et parfois lointains. Guillaume Petit.
C'est un réveil matin qui commence sérieusement à avoir du plomb dans l'aile depuis 2 ans. La bande sonore est celle de Maurice, un coq de 2,5 kg dont le chant met les voisins à cran. Sa propriétaire Corinne vit sur l'île d'Oléron depuis 35 ans. Cette résidente, elle-même chanteuse par le passé, est poursuivie en justice par des voisins. Un couple de retraités propriétaires d'une résidence secondaire. Ils reprochent d'entendre le coq tôt le matin, point barre, c'est ça. Voilà, c'est la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est d'entendre ce coq tous les matins. Ils disent qu'à partir de 4h30 et sans répit jusqu'au soir, le coq chante, ce qui est faux. Les cris d'orfraie ont conduit jusqu'au procès. L'audience a eu lieu ce jeudi et il faudra attendre le 5 septembre pour que le tribunal d'instance de Rochefort rende son jugement. Mais le destin de Maurice dépasse cette simple affaire de voisinage. Marche, pétition, le coq Maurice est soutenu par de nombreux habitants hébétés. Il a une page Facebook attitrée et a même fait l'objet d'un article du New York Times, devenant le symbole d'une ruralité menacée. Le maire de Saint-Pierre-d'Oléron a même pris un arrêté pour rappeler le caractère rural de sa commune, qui pourrait dans cette affaire y perdre des plumes. Aujourd'hui j'ai un coq, demain ça sera la mobilette du voisin, après-demain ça sera le linge qui est étendu, qui me gêne et qui cache ma vue, et ainsi de suite. Donc à un moment donné il faut arrêter. Ce n'est pas la première procédure de ce type. En 2018, un couple de Dordogne, car le coassement de leurs grenouilles indisposait les voisins. Certains veulent donc encore aller plus loin. Le maire de Gajac, petite commune de Gironde, souhaite faire classer les bruits de la campagne au patrimoine immatériel national. En Amazonie, les arbres n'en finissent pas de perdre du terrain, un phénomène qui s'est accéléré ces derniers mois et qui inquiète les ONG, mais beaucoup moins les autorités brésiliennes. Joanne Massard. La planète perd une partie de ses poumons. C'est le tableau dressé par l'Agence spatiale du Brésil. L'Amazonie est en train de brûler et est en pleine crise climatique. La déforestation de la plus grande forêt tropicale humide du monde a grimpé de plus de 88% en juin par rapport au même mois il y a 1 an. C'est aussi le 2e mois consécutif de destruction des forêts sous la présidence de Jair Bolsonaro. En ce moment, il y a une sécheresse dans la région de l'Amazonienne. Et pendant ce temps, les accapareurs de terre, les marchands de bois, les envahisseurs de terres publiques, ceux qui coupent la forêt, ceux qui font de l'argent sur la destruction, progressent dans la forêt. C'est pourtant bien maintenant que le gouvernement devrait augmenter le nombre d'inspections. Mais ce que nous voyons, c'est une diminution du budget. Un président de la République qui lutte contre ces inspecteurs, un ministre de l'Environnement qui les persécute et ne leur permet pas de faire leur travail. Ministre do Meio Ambiente qui persegue esses fiscais, não os deixa fazer o seu trabalho. En 1 mois seulement, la forêt amazonienne a perdu 920 km². Mais il semble que les données révélées par l'Institut national brésilien de recherche spatiale ne soient pas alarmantes pour l'exécutif de Bolsonaro, qui a déjà affirmé que ces chiffres ont été manipulés. En football, Frank Lampard revient dans le club où il a joué pendant une 12aine de saisons. L'ancien milieu de terrain rejoint le banc de Chelsea et devra porter l'équipe au meilleur niveau en Première Ligue. Christelle Petrangari. Il fait son grand retour à Chelsea. Frank Lampard est le nouvel entraîneur des Blues. À 41 ans, l'ancien milieu de terrain décroche un contrat de 3 ans et succède à l'Italien Maurizio Sarri, peu apprécié par les supporters. Malgré une énorme cote de sympathie et son aura, il aura sans doute du mal à faire mieux qu'une 3e place en Première Ligue et une victoire en Ligue Europa contre le rival Arsenal. Chelsea prépare en effet la prise d'un hasard de la pire des manières. Le club a interdiction de recruter jusqu'à l'été 2020. En cause des infractions à la réglementation sur 29 transferts internationaux de joueurs mineurs. Les Blues devront donc sans doute compter sur leur prometteuse nouvelle génération si peu utilisée par Sarri. Et ça tombe plutôt bien puisque Lampard et son adjoint Jody Morris, ancien entraîneur des équipes de jeunes de Chelsea, ont prouvé qu'ils pouvaient confier les clés à la relève. C'est la fin de ce journal préparé par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Très belle soirée à tous.